Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, il y a une façon très simple de le soutenir. Vous abonner. Merci infiniment. Et maintenant, place au témoignage. Chaque année, environ 350 enfants en Suisse et près de 400 000 enfants dans le monde sont touchés par un cancer. Derrière ces chiffres, il y a des enfants, mais aussi des familles dont le quotidien bascule brutalement. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston, une initiative qui permet à des podcasts de mettre en lumière des associations et leur rôle essentiel auprès des personnes qu'elles soutiennent. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage d'une maman dont l'enfant a été confronté à la maladie et qui est aujourd'hui directrice adjointe de l'association Zoe for Life. Une association qui apporte un soutien financier concret aux familles d'enfants atteints de cancer, afin de les soulager autant que possible des conséquences matérielles d'une épreuve déjà immense. Bonne écoute. Bonjour. Salut Ludivine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Gaëlle. Je suis maman de 3 enfants, j'habite à Port-Alban, au bord du lac de Neuchâtel, et je suis directrice adjointe de l'association Zoe for Life. Et comment est composée ta famille aujourd'hui ? Alors j'ai un mari, j'ai un mari qui s'appelle aussi Gaëlle d'ailleurs. Ok. Et puis j'ai donc 3 enfants, une fille aînée qui aura 16 ans au mois de mars. Qui a été diagnostiquée avec un cancer quand elle avait 7 ans. Okay. J'ai un garçon qui a 13 ans et une petite fille qui a 10 ans. Alors, bon, tu nous l'as dit, ta grande a été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 7 ans. Est-ce que tu te souviens du moment où la maladie de ton enfant a été diagnostiquée ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Évidemment, je n'oublierai jamais ce moment. En fait, il faut savoir qu'il y a eu d'abord une erreur de diagnostic. Ma fille avait des vomissements, mal à la tête, mal au ventre. Et puis, on s'est rendu une première fois à l'hôpital. Et les médecins nous ont dit qu'elle avait une gastro, ce qui était le plus probable. Et finalement, après 2-3 jours, elle avait vraiment des problèmes de marche, d'équilibre. Elle avait aussi la sensation que ça tournait, elle était comme dans un manège tout le temps. Et du coup, on est retourné consulter. Et puis là, il y a eu un scanner qui a démontré en fait qu'elle avait une tumeur dans la tête. C'était le 4 septembre 2017. Et voilà, et le début du parcours du combattant a commencé à ce moment-là. Est-ce que quand... là, ils vous ont renvoyé à la maison avec un diagnostic de gastro, qui est du coup pas le bon. Est-ce que toi, tu t'es sentie rassurée ? Enfin, je veux dire, des fois, on a cette intuition que... mais c'est pas ça. Enfin, est-ce que tu avais ça ou pas ? Alors, non. Je pense que sur le moment, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais jamais je me serais imaginé ça. C'était aussi grave. D'ailleurs, je me rappelle que dans le week-end, il y avait un festival vers chez moi et on y est allé. Et comme ma fille avait vraiment des problèmes pour se déplacer, on l'a mise dans le pouce-pouce de sa petite sœur. Pour, on s'est dit, on prend un petit peu l'air, ça lui fera du bien. Elle s'est fait un petit peu moquer par certaines personnes, des adultes. Et je me rappelle dire à ma maman, tu te rends compte, les gens jugent alors qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui se passe. Et en fait, là, on parle que d'une gastro. Ouais. Et ça m'est resté longtemps après, parce qu'effectivement, je ne m'étais pas imaginé à ce moment-là que ce serait si grave. Après, évidemment, le lundi, comme ça ne passait pas, qu'elle arrivait... pas à marcher toute seule. Enfin, voilà, aussi les enfants, des fois ils sont hauts, des fois ils sont bas. Elle avait arrêté de vomir, donc c'était vraiment le fait qu'elle avait des troubles de l'équilibre, en fait. D'abord, je me suis dit, mais est-ce qu'elle fait exprès ? Alors que c'était pas son genre, mais voilà, on essayait quand même d'explorer toutes les pistes. Et puis là, j'ai rappelé, en plus, elle était vraiment pas bien, enfin, son état se dégradait quand même rapidement. Et par contre, là, quand on est retourné à l'hôpital, je savais qu'il y avait quelque chose. Même si je m'attendais évidemment pas bien sûr. à entendre ces mots. Cancer et enfant, ça va pas ensemble. Non, c'est sûr.
Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi à ce moment-là? Au moment du diagnostic, ça a été, je pense, la manière dont on a été pris en charge. Ça a été très difficile parce que on m'a clairement fait comprendre que c'était pas le moment idéal pour venir consulter. On m'a posé des questions un petit peu... Mais comme ça, dans la journée, c'était pas le moment idéal? C'était le soir. Ah. On est allé le soir. Ça leur plaisait pas que tu viennes le soir? Voilà, c'était pas... c'était pas... ouais. On me l'a reproché, on m'a fait comprendre qu'il fallait faire revenir des personnes. Enfin, voilà. Et du coup, il y a eu ce sentiment un petit peu de déranger. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, et ça, ça m'a fait du mal, en fait, quand je me suis rendu compte de la gravité de la situation. On m'a aussi posé des questions sur le fait de savoir si j'avais fait contrôler la vue de ma fille. Enfin, voilà, des questions qui me semblaient complètement abracadabrantes, voilà. Et ça, pour moi, je l'avoue, ça a été un premier trauma. J'ai vraiment développé un stress de me rendre dans cet hôpital par la suite, parce que j'ai malheureusement pas confiance, même si j'en veux à personne en particulier, mais la situation a fait que ça a créé un premier trauma. Et j'étais toute seule avec ma fille, et ça a été difficile de devoir apprendre cette nouvelle-là au milieu de la nuit, et de devoir appeler mon mari. Ça, c'est à ce moment-là un souvenir qui est vraiment dur, quoi. Ouais. Je me vois dehors de l'hôpital à plus pouvoir respirer, et essayer de l'appeler pour lui expliquer qu'on n'allait pas rentrer à la maison. D'accord, parce qu'en fait, ils ont fait le scanner et tout de suite, ils nous ont tout de suite dit qu'il y avait une tumeur dans sa tête. On nous a tout de suite parlé de tumeur. On nous a expliqué que cet hôpital-là n'était pas habilité pour la prendre en charge, et que du coup, on serait transféré au CHUV. Et on a été transféré dans la nuit en ambulance. D'accord. Comment est-ce que... Du coup, ton quotidien a basculé. Comment on passe de j'ai mon enfant qui a une gastro à j'ai mon enfant qui a un cancer, limite d'une heure à l'autre? Alors au départ, c'est quand même assez abstrait. Je pense qu'on a l'impression que c'est pas vrai, qu'on est donc on est arrivé à l'hôpital. Ensuite, on a été dans les soins continus. C'est l'espace après les soins intensifs. Enfin, avant les soins intensifs, dans l'espace de gravité. Et on a passé la nuit là, et je me rappelle avoir vu des médecins. J'ai des moments où je pense que mon cerveau s'est protégé, et puis il y a des choses qui l'a pas retenu. Mais je me vois dans une salle avec plein de gens qui m'expliquent qu'elle a une tumeur, mais comment on peut pas savoir ce que c'est, qu'il faut faire des IRM, contrôler, qu'elle a en fait une hémorragie cérébrale. Donc en fait, c'est le sang dans sa tête qui nous a donné tous ces symptômes-là, parce que la tumeur n'était pas très grande. Elle était mal placée, mais elle n'était pas très grande. Okay. Et le fait que ça saigne, ça a compressé le cerveau, d'où les pertes d'équilibre, le fait d'avoir ces vomissements, la tête qui tourne et tout ça. Pendant les premiers jours, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar, réellement que c'était pas vrai. Je me suis pas alimentée pendant plusieurs jours parce que rien ne passait. Et je savais que j'avais besoin de tomber pour pouvoir me relever, puis qu'il y aurait un moment où ça allait le faire, mais qu'il fallait me laisser cet espace-temps. Et je me vois dans les premiers jours assise sur les sièges à l'extérieur des soins continus, et je vois une maman en face, debout, qui rigole. Je me dis, waouh, comment elle fait pour être joyeuse. Enfin, ça me semblait tellement pas possible. Et je me suis rendu compte, avec les mois qui ont passé après, que moi aussi, j'étais cette maman qui rigolait après coup. Et, le début, ça a été vraiment très difficile, et je dirais ce qui a été le plus compliqué, c'était de ne pas savoir. Parce qu'on savait qu'il y avait une tumeur, mais on ne savait pas quel type de tumeur. Il faut savoir qu'il y a des cancers du cerveau qui ne se soignent toujours pas aujourd'hui. Il y a des types de tumeurs qui sont bénignes aussi. Donc voilà, c'était de ne pas savoir en fait ce que c'était. Une fois qu'on sait, peu importe ce qu'on sait, mais au moins on sait plus ou moins au-devant de quoi on se dirige. Et ta fille, elle le vivait comment, tu sais un peu? Enfin, elle peut en parler? Alors,
Au début, elle était pas bien, enfin, elle était vraiment pas bien, mais au fur et à mesure que le sang a coagulé dans sa tête, les symptômes ont commencé à disparaître. Mis à part qu'elle avait toujours la tête qui partait d'un côté et puis du coup qu'elle ne marchait plus droit. Mais au-delà de ça, elle avait vraiment bien récupéré. Donc ça semblait aussi difficile pour nous de se dire qu'il y avait quelque chose. Des fois, on se disait non, mais il y a rien. En fait, voilà, c'est ça. Et elle a vécu ça, elle avait 7 ans. Je pense qu'elle l'a bien vécu. On lui a toujours tout expliqué. On a toujours utilisé des mots appropriés pour son âge, mais on lui a rien caché. Donc on a tout de suite parlé de la possibilité d'un cancer, si c'était un cancer, qu'elle allait perdre ses cheveux, qu'elle serait pas toute seule, qu'elle me posait des questions sur comment ça allait se passer, quand on voyait aussi les autres enfants à qui on prenait la pression, à qui on donnait des chimiothérapies. Donc on a tout de suite vraiment parlé de tout. Et elle, je crois qu'elle a vécu ça vraiment plus comme une expérience, vraiment une expérience de vie. Je me rappelle le soir avant son opération, donc on a fait pratiquement un mois d'hôpital. Mais le soir avant son opération, il y a un hélicoptère qui est arrivé qui n'avait personne, parce qu'on avait vraiment la vue sur l'héliport et ça occupait nos soirées parfois. Du coup, elle me dit, mais il n'y a personne dedans. Et puis, je lui dis, mais tu sais, parfois, il y a le don d'organes qui existe. Donc, on a parlé du don d'organes, de ce que c'était, de ce que ça impliquait. Et voilà, c'était comme ça qu'elle vivait c'était devenu son quotidien finalement. Ce soir-là, elle n'arrivait pas à dormir et elle m'avait dit qu'elle était excitée de vivre cette expérience. Pour elle, se faire opérer du cerveau, c'était carrément une expérience. Ouais. Donc voilà. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit à son papa, tu sais, quand je serai morte, moi, je vais donner tous mes organes. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait... Vraiment, je pense cette capacité qu'ont les enfants de vivre l'instant présent sans vraiment se poser de questions, sans anticiper, sans réfléchir à tout ce que ça pourrait impacter. Et elle a juste vécu son moment, quoi. D'accord. Et toi, du coup, en tant que maman, comment tu te tiens à côté de ton enfant qui est malade ? Alors, au début, j'ai pas tenu. Au début, vraiment, j'ai passé quelques jours à l'hôpital. Ensuite de ça, c'est mon mari qui est venu parce que on a fait l'échange vu qu'on avait 2 autres enfants qui avaient 5 ans et ma dernière avait 2 ans. Donc on a fait l'échange. Et là, je me rappelle d'un vendredi matin où j'ai pas pu me lever. Et du coup, j'ai appelé l'école pour leur dire que j'étais incapable d'amener mon fils à l'école. Parce que là, c'était plus possible. Et c'est ce matin-là où je me suis rendu compte que je pouvais pas me laisser aller, que maintenant, il fallait se mettre un coup de pied aux fesses et puis voilà, se battre, avancer. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on se pose pas trop de questions. On y va, on fonce, on réfléchit pas trop à demain parce que finalement on sait pas de quoi demain sera fait, on sait pas si notre enfant sera toujours là. On vit avec une valise derrière la porte, prête à partir à l'hôpital à tout moment. Donc voilà, je pense qu'on tient parce que c'est pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant cette période ? C'est une question difficile à répondre. Ce qui m'a le plus manqué en tant que maman... Oui, pareil. Je vais essayer de pas de pleurer. Ce qui m'a le plus manqué en tant que maman, c'est de pas être avec mes 3 enfants en même temps. Ça, c'était dur parce que... je vais pas pleurer, j'ai dit. Ça, c'est dur parce que du coup, que tu sois... Quand t'es à l'hôpital, t'es avec ton enfant malade... Mais du coup, il manque une partie de toi. Et quand t'es à la maison, t'es avec tes enfants en bonne santé, mais il manque une partie de toi aussi. Donc ça, c'était très compliqué. En fait, je me sentais jamais bien, peu importe où j'étais, parce qu'il manquait tout le temps une partie de moi. Ouais. Et comment on fait pour protéger son enfant, en fait, quand... en fait, même pas son enfant, c'est comment tu protèges tes 3 enfants, parce que les 2 autres, comment ils vivaient ça aussi, le fait que leur grande sœur soit plus à côté d'eux tout le temps. Alors eux aussi, on a vraiment toujours tout expliqué très rapidement. En fait, il y a eu aussi les discussions autour de la mort qui sont venues parce que malheureusement, Naya a rencontré des enfants à l'hôpital qui sont malheureusement décédés pendant qu'elle poursuivait ses traitements.
Et voilà, du coup, c'est un thème qu'on a dû aborder avec Naya, mais aussi avec son frère et sa sœur. Alors, bien sûr qu'à 2 ans, on ne peut pas parler de la même manière. Je pense que mon fils de 5 ans, lui, ce qui a été difficile, c'était que j'étais beaucoup à l'hôpital avec ma fille. Et du coup, il me disait toujours que Naya avait de la chance d'être malade. Parce qu'elle était avec moi. Et lui, se rendait pas compte de tout ce que ça impliquait. Et un jour, il m'a dit ça quand on allait à son cours de piscine et je lui ai expliqué que, oui, je comprenais que c'était dur pour lui, mais qu'il se rendait pas compte que celui qui avait de la chance, c'était lui, parce que sa sœur ne pouvait pas aller à la piscine, elle pouvait plus aller aux anniversaires, elle pouvait pas faire son sport. Et quelques temps plus tard, il est revenu vers moi en me disant, tu sais, j'ai réfléchi, t'as raison, en fait, j'ai de la chance. Donc voilà, c'est juste qu'il faut en parler avec eux, mais évidemment, ça laisse aussi des traumas, ça laisse des traumas sur le long parcours, j'ai envie de dire, parce que ma dernière qui avait 2 ans, sur le moment, j'ai envie de dire, tant que quelqu'un était là pour elle, c'était OK. Par contre, plus tard, ça a été difficile, la séparation autour de 4-5 ans, même jusqu'à 6 ans, c'était très très compliqué à chaque fois que je partais. C'était vite assez dramatique. Et en fait, on se rend compte que les traumatismes se développent après avec le temps, de la même manière que ils ont développé vraiment ce besoin de faire attention à leur sœur. Elle ne pouvait pas vraiment jouer avec eux. Ils savaient qu'il fallait faire attention à son porte-cathéter, qu'elle avait une sonde dans le nez, donc il ne fallait pas trop la bousculer. En plus, elle était très sensible au bruit, etc. Donc, voilà, ils savaient qu'il fallait en prendre soin. Et ça, c'est resté pendant très longtemps, où ils avaient vraiment cette peur de la mort, même après que les traitements soient terminés. C'est vraiment resté pendant longtemps. J'imagine aussi que quand on vit ce genre de parcours, on a des émotions très contradictoires. Comment on gère ça? On gère pas. On gère pas. Oui, bien sûr. Même si tout le monde m'a dit que j'y pouvais rien, le sentiment de culpabilité, il est énorme. Et il était là depuis le début de la maladie et il est toujours là aujourd'hui. Même si on me dit que j'y peux rien. En fait, c'est une maladie congénitale, donc ça s'est développé dans mon ventre. Et même si j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire à ce moment-là, quand j'étais enceinte, j'ai bien respecté tout ce qu'il fallait respecter. Mais voilà, on se pose quand même plein de questions. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai mal fait ci? Est-ce que j'ai mal fait ça? Est-ce que si mon mari avait eu un enfant avec une autre personne, est-ce que ce serait quand même arrivé? Est-ce que moi, si j'avais eu... est-ce que c'est nous deux le problème? Toutes ces questions-là auxquelles on n'aura évidemment jamais de réponse et qui ne servent à rien de se poser en vrai. Mais je pense que c'est inévitable de quand même se poser. Ça tourne en boucle dans la tête. Donc oui, la culpabilité, la colère, énormément de colère par rapport à ce qui se passe, de sentiment d'injustice aussi. Et puis, de l'amour, beaucoup d'amour, malgré tout des joies, parce que dans tous ces mois de traitement, on a beaucoup ri. On profite de chaque instant que la vie nous offre. Chaque moment devient précieux. Donc, une simple douche, ça peut être un moment de qualité exceptionnel. Et je pense qu'on prend conscience de vraiment cette valeur qu'a la vie, plus que la vie, qu'a l'instant T, en fait. Ça, c'est un cadeau que la maladie nous a malgré tout offert, parce qu'on vit dans un monde où on fait tout à 1000 à l'heure et on se pose pas trop de questions. Et là, c'est vrai qu'on a vécu malgré tout des beaux moments. Quel impact cette épreuve a-t-elle eu sur ta manière d'être maman? Est-ce qu'il y a un avant-après? Alors, il y a un avant-après Gaëlle, ça c'est sûr. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi un avant-après sur ma manière d'être maman, ma manière d'être moi. Je saurais pas exactement comment l'expliquer, mais je pense que chacun de nous est différent. Je pense que mon mari n'est plus le même, mes enfants ne sont plus les mêmes. Et ça nous a fondamentalement changé, évidemment. Après, en tant que mère, je pense que peut-être la seule chose que ça a changé, c'est
que j'ai eu une petite tendance parfois à être un peu hypocondriaque. C'est compliqué quand on a un enfant qui a eu un cancer de gérer après la bobologie. Il faut arriver à se dire ok, c'est ok d'avoir mal au ventre, c'est ok d'avoir mal à la tête, c'est ok de vomir. On peut avoir ces petits bobos du quotidien sans que ça finisse. Voilà. Ouais. Et ça a été assez difficile aussi à gérer une fois que les traitements étaient terminés. Ça fait partie des choses compliquées, je trouve, dans le retour à la vie d'après. Sinon, j'espère que j'ai aimé mes enfants de la même manière déjà avant, pendant et après, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel. Donc, je pense pas... Pas à ce niveau-là. Non. Après, peut-être que ça a changé aussi, c'est que on avait dit à Naya qu'avant de perdre ses cheveux, elle pourrait faire une mèche de couleur. Bien sûr que dans la vie d'avant, j'aurais peut-être pas autorisé ça à ma fille qui avait 8 ans. D'accord. Et peut-être qu'on se pose moins de questions. Peut-être que il y a des choses qui auraient pu avoir de l'importance avant et qui en ont peut-être moins aujourd'hui. On relativise. Typiquement, les cheveux, c'est des cheveux. Ok. Et comment va ta fille aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elle va bien. Elle aura 16 ans au mois de mars. Il y a des périodes plus faciles que d'autres. Là, on sort d'une période qui était très compliquée, donc elle n'a plus de cancer. Ça fait depuis octobre 2018, qu'elle est entrée en rémission. Donc maintenant, elle est carrément même guérie, même si c'est un terme que... je crois que même les médecins n'ont jamais utilisé ce terme devant nous. Et que moi, j'ai beaucoup de peine à utiliser parce que pour moi, quand on guérit de quelque chose, c'est fini, puis on n'y pense plus. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Pour moi, il y a beaucoup trop de séquelles, il y a beaucoup trop de choses au quotidien qui font que notre vie d'avant ne reviendra évidemment jamais. Et beaucoup trop de traitements, des médicaments tous les jours. Ça fait encore des médicaments tout le temps à prendre. Ça fait 8 ans qu'elle prend des médicaments, elle a une dizaine de médicaments par jour. Elle a des injections d'hormones de croissance depuis 2 ans tous les jours. Avant ça, on avait d'autres injections qu'il fallait faire tous les 2 mois à l'hôpital. Donc, finalement, on s'éloigne jamais vraiment beaucoup de l'hôpital et de tout ce qui est soins, de tout ce qui est accompagnement, de parents proches aidants. Donc voilà, j'ai un peu de la peine à utiliser le mot guéri, mais elle va bien. Si on met de côté un peu ces derniers mois, elle a eu passablement de nouveaux problèmes de santé avec des problèmes de pression, un problème cardiaque. Mais qui sont dus à la base au fait qu'elle a eu un cancer, ou ça on peut pas le savoir ? Qui sont dus au fait, le fait d'avoir eu une opération au cerveau, le fait d'avoir eu de la radiothérapie, le fait d'avoir eu de la chimiothérapie, le fait de devoir prendre des médicaments par la suite, c'est tous des facteurs en fait aggravants pour redévelopper après d'autres maladies derrière. Ok. Là, sur le mois d'octobre, novembre et décembre, ça a été vraiment très très compliqué. Du coup, on a dû prendre des fois jusqu'à 20 pastilles par jour. En plus, elle a des problèmes de déglutition, donc il faut toujours couper les médicaments. On peut pas donner n'importe comment parce que c'est compliqué pour elle. Là, il y a eu beaucoup de fatigue et on a eu 15 rendez-vous chez le médecin ou au CHUV dans ces derniers mois, donc entre octobre et décembre, donc ça a fait vraiment beaucoup. Et puis là, son moral on a pris un coup. Mais là, ça commence à aller mieux. Justement, elle fait un pré-apprentissage. On a pu demander qu'elle puisse diminuer un petit peu son taux de travail pour récupérer. Donc on est content. On est entouré de gens quand même bienveillants qui nous aident aussi à l'accompagner. Et puis elle est heureuse. Elle vit sa vie. Elle se rappelle pas de comment elle était avant. Donc en fait, c'est sa vie. Oui. C'est pour nous, les parents, où on se dit toujours comment, quoi. Mais elle a vécu une phase aussi d'injustice, en disant de colère ou comme ça, ou non ? Il y a eu une fois pendant les traitements où là vraiment elle a craqué. Et, c'était justement quand on a dû parler de la mort et puis le risque que malgré tout ça pourrait arriver. Là oui, ça a été très difficile, mais une fois vraiment elle a craqué
Et après, on a toujours... on a vraiment essayé de transformer tout ça en quelque chose de joyeux. Donc en fait, voilà, quand elle avait pas de cheveux, moi je me suis rasé la tête aussi pendant tout le long de ses traitements. Donc à Pâques, on se mettait des petits rubans pour faire les œufs de Pâques. Enfin voilà, on se collait des paillettes. Enfin, on a vraiment essayé de dédramatiser ce qui se passait au maximum pour aussi laisser sortir... le rire, c'est aussi une façon d'exprimer ses émotions et des fois, on peut sortir de la tristesse par des rires aussi. Et je crois que ça a été notre moyen d'affronter ça et puis de le passer plus en douceur. Même si je vous avoue que j'avais souvent mon meilleur ami à la salle de bain. Enfin, ma meilleure amie à la salle de bain, où je pouvais aller déverser toutes les larmes de mon corps assez régulièrement. Mais elle, je crois que vraiment, elle l'a bien vécu. Et c'est plus maintenant, en fait, que c'est compliqué. D'accord. C'est plus maintenant sur le long terme parce qu'elle voudrait être comme les autres et puis elle n'est pas comme les autres. Elle le sait très bien. Elle est très consciente de ses faiblesses, mais elle est aussi très consciente de ses forces, de ses atouts. Mais voilà, au quotidien, ça demande malgré tout certaines concessions. Elle ne peut pas faire tout comme tout le monde. Et en tant qu'adolescente, des fois c'est compliqué. C'est ça, en plus en tant qu'adolescente, ça doit pas être évident. Mais vraiment, on a beaucoup de chance parce que c'est une jeune fille qui est très, comment on dit, qui fait preuve de beaucoup de résilience. Voilà, beaucoup de résilience, beaucoup, toujours. D'accord. À quel moment l'association Zoé for Life est entrée dans ton parcours ? Très très rapidement. Tout de suite après l'annonce du diagnostic. En fait, j'étais employée à l'heure et du coup, comme je ne suis pas retournée travailler, je n'ai pas touché de salaire et je n'ai pas eu droit de toucher le chômage. Du coup, il faut savoir qu'on venait d'acheter une très vieille maison, pour te dire un chalet de vacances qu'on a dû retaper dans sa totalité. Donc, on s'était déjà bien endetté, sans imaginer ce qui allait se passer. Donc, le trou s'est creusé très, 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 très rapidement. Donc, on a eu aussi énormément de problèmes financiers. Très vite, en fait, l'association Zoé for Life nous a soutenus par un don financier, sans qu'on doive fournir de justificatifs, de salaire, de fiches d'impôt. Et ça a vraiment été d'une grande aide. Et au-delà de l'aspect purement financier, en fait, de savoir qu'on a une association qui est derrière nous, c'est vraiment porteur, en fait, porteur d'espoir aussi. On se sent vraiment soutenu à ce moment-là. C'est toi qui les as contactés ou c'est eux qui t'ont contacté ? Non, c'est les assistantes sociales en place dans les hôpitaux qui font le lien entre les familles et l'association et qui proposent en fait le soutien de Zoé for Life. Et après, c'est un petit formulaire tout simple à remplir avec la situation de la famille et puis un compte bancaire et puis l'argent est versé. Cet argent-là, il est aussi renouvelé, enfin ce don est renouvelé aussi quand si l'enfant rechute, si l'enfant change d'hôpital, si il y a une naissance dans la famille dans la première année de traitement, parce qu'on part du principe que si on sait qu'on a un enfant atteint de cancer, on va volontairement pas vouloir mettre en route un nouvel enfant. Et puis pour avoir suivi des familles qui ont été dans ce cas-là, on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué, donc on soutient aussi les familles dans ces situations. Après, on soutient aussi, il y a des soutiens exceptionnels dans certaines situations dramatiques, et puis on offre aussi un soutien si malheureusement l'enfant décède. D'accord. Il y a eu ce soutien financier et très peu de temps après, les médecins ont proposé d'enlever un ovaire à notre fille pour prévenir les risques d'infertilité qui sont liés au traitement. Donc d'enlever un ovaire... De lui enlever un ovaire pour le congeler. Ah, ok. Et puis après, ils peuvent le remettre. Voilà. Ok. Ouais, quand elle voudra. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est pour éviter que les ovaires soient les deux endommagés.
Et ça, en fait, c'est pas pris en charge par les assurances. Maintenant, ça l'est pour les enfants qui ont déjà eu la puberté, mais pas pour les enfants prépubères. Ok. Et du coup, c'est The Way for Life qui prend en charge pour tous les enfants de Suisse. Wow. Et voilà, donc c'était la deuxième fois qu'on entendait parler de The Way for Life. Et puis après, il y a eu The Way for Life par rapport à d'autres projets aussi. Et finalement, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Donc on a proposé à Naya, qui faisait énormément de sport avant la maladie, beaucoup d'athlétisme notamment. Elle adorait courir et du coup on lui a proposé d'essayer de faire des courses quand son corps le lui permettait. Et du coup elle a choisi The Way for Life parce qu'elle voulait aider les enfants malades comme elle. Et du coup c'est comme ça vraiment après qu'on a commencé de faire du bénévolat pour l'association qui nous avait soutenus. Et c'est comme ça qu'on est vraiment après entré en contact. D'accord. Et est-ce que The Way for Life propose aussi un soutien psychologique des personnes ou... Tu souris? Je souris. Alors, c'est pas dans le but, les premiers objectifs de l'association. Les 4 objectifs, en fait, c'est le soutien financier aux familles, le soutien financier à la recherche en oncologie pédiatrique, parce qu'il faut savoir que la réalité du marché fait que le cancer de l'enfant n'est pas une priorité. Voilà, ça rapporte pas d'argent. Donc en fait, c'est grâce pratiquement exclusivement à des associations comme la nôtre et à d'autres associations aussi que la recherche sur le cancer de l'enfant avance. Donc nous, on a vraiment cette priorité parce que c'est vrai que quand on apprend que son enfant a un cancer, tout ce qu'on veut, c'est qu'il guérisse. Et puis, si possible, avec le moins de séquelles possible. Donc c'est en faisant avancer la recherche qu'on pourra trouver des meilleurs traitements. Aujourd'hui, les traitements sont extrêmement toxiques puisque c'est principalement des médicaments qu'on donne aux adultes qu'on adapte ensuite sur le corps des enfants. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de séquelles. Le 3e but, c'est améliorer le quotidien des enfants, adolescents et jeunes adultes. Du coup, pendant et après les traitements, donc on essaie vraiment d'accompagner aussi les jeunes sur l'après-maladie. Mon parcours a fait que je peux témoigner de notre quotidien, de ce qu'on vit, des difficultés qu'on rencontre tous les jours. Et j'espère que ça a été un atout pour l'association aussi. On a mis en place différents projets au sein des hôpitaux, toujours en discussion aussi avec les médecins. Ça, c'est pour tout ce qui est recherche. Et aussi pour les projets qu'on met en place... comme par exemple la préservation de la fertilité ou on a d'autres projets, je ne vais pas tous les énumérer, qui sont accessibles sur notre site internet. Et puis on a une bourse d'entraide aussi qui s'appelle All for Life parce que survivre pour nous c'est pas suffisant, on veut que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes aient vraiment une possibilité d'une vie épanouie. Donc en fait c'est une bourse financière aussi qu'on offre aux personnes qui en ont besoin. Il faut que ça ait un lien vraiment direct avec la maladie et puis que ça améliore vraiment la qualité de vie, que ce soit sociale, scolaire, professionnelle ou sportive. Et on a par exemple financé une prothèse pour un jeune qui avait dû se faire amputer de sa jambe. C'est une spatule de course et ça c'est pas pris en charge par les assurances. Donc on essaie vraiment de combler là où il y a des manques. Et là, on vient de créer en fait un club aussi pour les jeunes adultes, mais de 16 à 25 ans. Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une demande de cette catégorie-là de la population. Aussi parce qu'ils ont des problématiques d'insertion professionnelle. Parfois, il y en a qui étaient en apprentissage, qui tombent malades, qui ne peuvent plus faire l'apprentissage pour lequel ils s'étaient destinés avant. Et du coup, on essaie vraiment maintenant de pouvoir aussi les accompagner là-dedans. Donc, à la base, on n'était pas vraiment dans l'accompagnement social, mais on se retrouve un petit peu malgré nous à le faire de plus en plus, avec des familles aussi qui nous contactent, qui cherchent des informations, qui ont besoin de conseils, de soutien.
Et évidemment qu'on ne va pas leur dire non. Donc voilà, quand on nous appelle, on essaie d'être présent aussi, aussi pour eux. Même si à la base, c'était pas dans les objectifs principaux. Voilà, parce qu'il y a aussi d'autres organisations qui proposent ce soutien-là. Maintenant, si les familles nous contactent, c'est qu'elles ont un certain besoin auquel nous, on se doit aussi de répondre. Et puis le dernier but, c'est la sensibilisation, donc parler du cancer, expliquer les problématiques, justement parler de cette problématique de l'après-cancer dont on parle très peu, de tout ce que ça impacte dans la vie de ces jeunes, et puis de qu'est-ce que nous pouvons faire, nous en tant qu'association, mais aussi tout public en fait, pour les accompagner. Donc aujourd'hui, tu es directrice adjointe de Zoé for Life. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, pour moi, c'est une énorme fierté de faire partie de cette association. J'ai malheureusement pas eu la chance de connaître Zoé, mais j'aime dire qu'elle est quand même tout près de moi tout le temps. C'est vraiment... Zoé, elle a changé notre vie, clairement. Au moment de la maladie, mais aussi maintenant. Donc j'ai énormément de respect et pour elle et pour toute sa famille. Je pense que c'est aussi pour moi l'opportunité de témoigner de mon parcours, de mettre à profit en fait mon vécu pour que ça puisse servir aux autres, puisque finalement le chemin pour nous il est fait ou il est en cours. Mais du coup peut-être que notre vécu peut aider les familles qui vont arriver malheureusement derrière. Donc voilà, je pense que c'est ça, et aussi ça m'aide, finalement je pense que c'est un peu une sorte de thérapie, ça m'aide aussi à transformer quelque chose qui n'a pas eu vraiment de sens à un moment donné de notre vie en quelque chose qui a un sens profond. Enfin, c'est pas un travail, c'est une raison d'être. Quand une famille arrive à l'association, donc j'ai bien compris, quand vous recevez un formulaire au final, là, donc comment ça se passe, dans quel état ils sont, Alors nous, on n'est pas une association de membres, on n'a pas de membres qui gravitent autour de Zoé for Life. En fait, notre association, elle est composée de Nathalie, qui est la maman de Zoé, membre fondateur et directrice de l'association, et moi-même, qui travaillons pour un 180%. Les deux, on a un budget de 950 000 francs à 1 million par année, donc c'est quand même un gros budget. Et nous, on gère vraiment tout ce qui est quotidien de l'association. Et on est accompagné par un comité de 5 personnes, comité exécutif bénévole. Et puis après, on a encore vraiment beaucoup de bénévoles qui nous soutiennent aussi dans nos actions quotidiennes, que ce soit pour tenir des stands, pour nos événements, parce qu'on organise... On organise aussi nos propres événements. On vit que grâce aux dons et aux fruits de nos événements. Donc, on organise notamment un gala de charité qui est plutôt axé pour les entreprises tous les 2 ans. Et puis, on a une course solidaire, course marche solidaire, parce qu'il y en a pour tout le monde, qui a lieu le 5 septembre à Aubonne. Et puis là, c'est vraiment pour nous une grande journée de récolte de fonds, une journée qui est dédiée à la vie, à l'espoir, et où on a besoin là de tous nos bénévoles. Donc sur cette journée, on a plus de 120 bénévoles qui sont présents. Et puis dans le public, on a des familles qui ont été confrontées à la maladie, mais aussi des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le milieu du cancer de l'enfant, mais qui souhaitent apporter leur soutien. En fait, nous, on n'a pas forcément de lien direct avec les familles. Donc ce qu'on propose... quand les familles arrivent chez nous, en principe par le biais des assistantes sociales, il peut arriver aussi que des familles passent par d'autres chemins, parce qu'il y a des parcours qui sont parfois atypiques. Du coup, quand les familles arrivent chez nous, on envoie le soutien financier avec un courrier, avec un flyer, avec une information de tout ce qu'on fait et puis de ce qu'on leur propose. Parce que ce soutien financier, c'est on va dire une enveloppe qui est la même pour tout le monde. Oui. Ouais, d'accord, ok. Et qui est renouvelable après en fonction de la longueur des traitements, en fonction de chaque parcours finalement, parce qu'il y a
il y a des enfants, par exemple, nous, on a tout fait au CHUV, mais il y a des enfants qui doivent parfois changer d'hôpital. Okay. Donc voilà, on renouvelle ce soutien en fonction des besoins. Toujours en discussion aussi avec les assistantes sociales qui, elles, ont aussi après différentes portes d'entrée pour aller chercher du soutien. D'accord. Et du coup, donc voilà, on n'a pas de contact direct avec les familles à ce moment-là. Nous, on ne cherche pas à les contacter. Donc, soit c'est elles qui nous contactent par un autre biais parce que elles ont eu nos coordonnées ou parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît. Et à ce moment-là, ben voilà, c'est peut-être qu'elles cherchent plus un soutien moral ou des renseignements sur voilà, ce qu'elles doivent faire, comment elles peuvent le faire. Donc là, évidemment, on est en contact avec. Mais si c'est par le biais du soutien financier, à ce moment-là, nous, on leur renvoie un petit courrier pour... avec toujours, on envoie des bons dans les magasins, voilà, pour pouvoir aussi aller faire les courses s'il y a besoin. Et ça s'arrête là. Et après, on envoie sous forme de newsletter, en fait, si on a des partenaires qui organisent des actions aussi particulières pour eux, des soins, des sorties spécifiques. À ce moment-là, on leur envoie aussi les informations, mais ils sont libres de se désabonner si ça les intéresse pas, s'ils n'ont pas envie de rester en contact. Et après, on a les familles qui nous contactent, celles qui ont envie de nous contacter pour une raison ou une autre, voilà, qui nous contactent. Et on est très heureux de pouvoir aussi les accompagner quand elles en font la demande. Et puis maintenant, voilà, ça a un petit peu changé vu qu'on a mis en place ce club des jeunes adultes. On a plus de contact avec les jeunes, mais du coup aussi plus de contact avec les parents puisque les jeunes de 16 à 18 ans, ils ont encore besoin des parents. Donc ça permet aussi de répondre à des questions typiquement liées aux problématiques de l'AI par exemple ou voilà, on essaye un petit peu de les accompagner aussi là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous raconter du coup depuis combien de temps existe cette association et puis comment elle est née? Tu nous as parlé de Zoé avant, je ne suis pas sûre que tout le monde sache. Voilà. Alors Zoé for Life, donc, c'est une association qui est née en 2013 pour soutenir Zoé qui est née avec un cancer. Elle est née avec un cancer, qui s'appelle un neuroblastome. Et elle s'est battue toute sa vie contre cette maladie et il est arrivé un moment où malheureusement il n'y avait plus de possibilité de traitement en Suisse et l'objectif était de partir à l'étranger sur plusieurs mois. Et bien sûr les assurances prenaient en charge les frais de traitement, mais il fallait penser à un logement, voilà, il y a tout un tas d'autres choses autour qu'il fallait financer. C'était l'objectif premier de la création de l'association, c'était pouvoir aider la famille à pouvoir faire ces traitements-là à l'étranger, avec déjà l'objectif de pouvoir restructurer l'association après, quand Zoé serait guérie, pour continuer pour les autres familles. Et malheureusement, la maladie a progressé trop vite et Zoé n'a pas pu partir à l'étranger. Et du coup, elle est décédée après avoir rencontré Winter le dauphin, c'était son rêve, que la famille a pu partir en Floride, et elle est malheureusement décédée 2 jours avant de fêter son 5e anniversaire. Et à l'époque, la famille avait médiatisé leur parcours, déjà dans un objectif aussi de sensibilisation. Et à leur retour, ils ont reçu énormément de soutien. Et du coup, ça les a vraiment réconfortés dans l'idée de continuer l'association, de restructurer les buts, de se fixer 4 objectifs, 4 missions. Qu'est-ce que tu aimerais que le grand public sache sur le cancer de l'enfant ? Déjà que ça existe, parce qu'il y a des personnes qui pensent que le cancer de l'enfant n'existe pas. Des fois, j'ai des gens qui me disent « je ne savais même pas qu'un enfant pouvait avoir un cancer ». Donc, je sais que c'est un sujet qui est très tabou, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet auquel on n'a pas forcément envie de penser, d'autant plus quand on est parent. Pourtant, c'est important parce que c'est avec l'aide du public qu'on pourra faire avancer les choses, que ce soit au niveau politique, mais aussi dans l'avancée de la recherche, les prises en charge. Enfin, on a besoin de tout le monde, en fait. Et j'aimerais dire aussi que souvent, les gens pensent que quand on a fini le traitement, on reprend sa vie d'avant, mais que malheureusement, la vie d'avant ne revient pratiquement jamais. Il faut savoir qu'il n'y a que 3% des enfants qui ont un cancer qui n'ont pas de séquelles.
Donc c'est vraiment très peu. Tous les autres, soit malheureusement décèdent après les 5 ans. Suivant la rémission, tu veux dire? Voilà, après la rémission. Soit ils doivent vivre avec des séquelles qui sont plus ou moins invalidantes sur le restant de leur vie. Et quand on a eu un cancer à 3, 4, 5 ou même 10 ans, il reste quand même un bon bout de chemin à faire. Donc c'est important aussi qu'on puisse leur offrir une qualité de vie qui soit agréable. Ouais. Si on prend le cas de ta fille dont tu nous as parlé, les séquelles qu'elle a maintenant, alors tu nous as dit elle prend toujours beaucoup de médicaments. Qu'est-ce qu'elle a comme Alors séquelles? elle a arrêté de grandir pendant les traitements, elle était déjà pas très grande avant. Du coup, elle est suivie en endocrinologie et les médecins estiment sa taille adulte à 1m44. Alors elle le vit très très bien, elle se sent très bien dans sa peau, ce qui est une chance parce que l'adolescence c'est une phase compliquée déjà quand on n'a pas du tout de problématique. Et elle le vit bien. Moi, je me suis habituée au regard des autres. J'avais déjà appris à m'habituer au regard des autres quand ma fille avait pas de cheveux et une sonde dans le nez et qu'elle était en chaise roulante. C'est vrai que parfois, on fait face à des situations un petit peu particulières. Typiquement, si on va au restaurant et puis qu'elle commande même une bière sans alcool, souvent on me regarde en se disant on va appeler les assistantes sociales parce que ça va pas du tout. Donc voilà, il faut accepter de vivre avec ce regard-là, finalement qu'on peut avoir quand on a d'autres problématiques aussi. C'est vrai. Mais elle le vit très bien, ce qui est une grande chance. Et moi, c'est plus des questions de me dire est-ce qu'elle pourra avoir une voiture normale ou est-ce qu'il faudrait une voiture adaptée? S'il faut une voiture adaptée, est-ce que c'est l'AI qui prend en charge? Est-ce que c'est nous qui devrons financer? Comment elle vivra quand elle aura son appartement? Est-ce qu'il faudra un plan de travail adapté? Enfin, c'est plus sur des questions pratico-pratiques que réellement son aspect physique, parce que je la trouve magnifique. Donc voilà. Aussi par rapport au fait qu'elle a qu'un ovaire. Après, je vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais elle a passablement de problèmes gynécologiques aussi, hormonaux, qui impactent sur plusieurs aspects. Elle a un problème de thyroïde. Elle a développé aussi tout ce qui est troubles de l'attention avec dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, tout ça. Ce qui a rendu sa scolarité compliquée. Et vraiment, pour elle, le plus difficile, ça a été la fatigue chronique qu'elle a développée, qui est une fatigue vraiment qui est fulgurante. Donc ça veut dire que ça va bien et d'un coup ça va plus. Et d'un coup il n'y a plus personne et il faut vraiment bam bam. Ouais, c'est ça. Et là il se passe plus rien et il faut qu'elle aille se reposer. Et ça c'est assez difficile à expliquer aux gens. Et elle a eu des problèmes aussi. En fait, elle a un léger décalage cérébral qui se voit pas comme ça. Hein. Si vous la croisez dans la rue, vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'elle a. Simplement, ça peut être problématique pour prendre, par exemple, des escalators parce que comme il faut avancer et en même temps il y a l'espace au bas, pour elle c'est assez difficile. Tout ce qui est jeu de balle aussi, c'est compliqué parce qu'en général, la balle est déjà là quand elle a réalisé qu'il fallait lever les bras. Donc voilà, ce genre de problème, quand elle s'est fait opérer, elle ne savait plus skier, plus nager, plus faire de vélo, plus couper des aliments. Tout ce qui était majuscule, ça avait disparu de son cerveau, donc il a fallu tout réapprendre. Il y a des choses qui sont revenues, des choses qui sont un peu moins revenues. Tout ce qui est équilibre, elle a bien récupéré. Mais par contre, faire du vélo, c'est extrêmement compliqué. On en fait des fois on l'oblige un petit peu à faire un tout petit peu de vélo, mais elle peut pas faire plus que 15 minutes de vélo. Il faut que ça soit à plat, il faut que ça soit pas sur une route, parce que dès qu'elle se fait dépasser, en fait, il y a cet aspect perte d'équilibre. Même chose quand on l'a obligée aussi un petit peu à faire du ski, j'avoue, pour essayer de récupérer, mais en fait c'est jamais revenu comme avant. Et puis elle a des crampes, et puis du coup quand on skie, il faut quelqu'un devant, quelqu'un derrière qui crie attention quelqu'un à gauche, attention quelqu'un à droite. Enfin voilà, ça relève de pas mal de, de dispositions. Donc là je pense qu'elle skiera plus. Et je comprends. Et puis sinon elle a maintenant des problèmes aussi de pression, donc elle doit prendre des médicaments. Ces problèmes de pression ont engendré un problème cardiaque. Voilà, elle a
Ouais. Passablement de séquelles. De séquelles, voilà. Et puis il y a des choses qui sont là depuis 8 ans, et puis il y en a d'autres qui sont apparues après, et puis il y en a d'autres qui sont reparties. Ah, il y en a quand même qui ont disparu. Voilà, elle a fait beaucoup de progrès. Je pense notamment, elle a développé aussi des problèmes des troubles de l'oralité, ça s'appelle, donc c'est des troubles de la déglutition et d'hypersensibilité de toute la sphère ORL. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'elle a été nourrie par son nasogastrique pendant plusieurs mois, et peut-être aussi au fait de l'emplacement de la tumeur, l'opération, puisque un des risques était le fait qu'elle ne puisse plus déglutir. Même si cliniquement il n'y a rien, voilà, ça a été vraiment un problème. Donc aller chez le dentiste, c'est compliqué. Au début, se laver les dents, c'était compliqué, parce que même mettre une brosse à dents dans la bouche, c'était difficile. Et puis, elle a certaines déglutitions sont complexes, donc elle peut pas manger des choses qui sont trop grosses. Donc voilà, ça demande quelques adaptations. Et ça, elle a fait énormément de progrès, parce qu'au départ, elle mangeait que dissocié, tout était dissocié, et c'était vraiment un régime alimentaire qui était très pauvre. Okay. Il n'y avait pas grand choix. Et là, voilà, petit à petit, ça prend du temps, mais petit à petit, elle fait des progrès, elle découvre des nouvelles choses, son corps accepte aussi. Typiquement pour l'équilibre aussi, hein, au départ, elle n'arrivait même pas à marcher sur un banc normal, en marche avant. Et puis aujourd'hui, je pense qu'elle serait capable de marcher sur un banc retourné en marche arrière. Donc voilà, il reste des petites choses qui sont là, qui sont un petit peu exacerbées quand il y a de la fatigue. Mais franchement, oui, vraiment les progrès, il faut aussi noter le positif. Il n'y a pas que du négatif. Oui. D'accord. Quel message aimerais-tu faire passer aujourd'hui à celles et ceux qui écoutent ce podcast? Alors déjà, j'aimerais pas... J'espère que mon message ne plombera pas leur journée, ou leur soirée, ou leur nuit, ou tout. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de... Je sais que le sujet est difficile. Je sais aussi qu'on n'a pas une vie facile, mais comme tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas de vie facile non plus. Je pars du principe qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit ce qu'on en fait. Et en l'occurrence, oui, notre parcours, il est atypique et il est compliqué. Mais malgré tout, on est heureux, et malgré tout, on est heureux d'être là, et on vit de belles choses, et on s'aime, et voilà, la vie est belle aussi. Et en fait, la maladie nous a fait rencontrer des gens incroyables qu'on n'aurait jamais rencontrés dans une vie normale. Nous a fait vivre des expériences incroyables et extraordinaires. Donc voilà, je pense qu'il y a du bonheur dans chaque jour finalement, même s'il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué de le voir. Comment peut-on soutenir Zoé for Life ? Alors, de plein de manières différentes. Déjà, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en repartageant, en likant, en partageant nos posts, en commentant, parce qu'on connaît tous les algorithmes aujourd'hui. Parler de nous aussi. On peut mettre en place des actions, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans un club de sport, que ce soit entre amis, en famille, mettre en place une action sportive ou une vente de pâtisserie. Voilà, tout est bon à prendre. On peut évidemment faire un don, petit ou grand, en fonction de ses moyens. Comme je l'ai dit avant, on vit que grâce aux dons. Au final, on arrive quand même à récolter plus de 900 000 francs, donc même 5 francs, même 1 franc, 1 franc, ça compte. Ouais. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, on aime dire qu'il n'y a pas de petits dons. On peut aussi devenir bénévole de l'association si on souhaite s'investir. On peut aussi nous soutenir, on a notre campagne de sensibilisation Septembre en Or, puisque le mois de septembre, c'est le mois international de sensibilisation cancer de l'enfant, qui est représenté par des petits rubans or. Donc on peut mettre en place des actions durant le mois de septembre, je sais pas, pour un restaurant, vendre sur chaque pizza, donner 1 franc. Okay. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite. On a des boulangeries qui vendent des caracs aussi. Voilà, il n'y a vraiment aucune limite dans les possibilités. Et nous, on est vraiment là aussi pour accompagner les personnes ou les entreprises qui souhaitent mettre en place un soutien pour les guider un petit peu sur ce qui les intéresse finalement, et puis comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en place. Mais la liste est très très longue. Et il suffit juste d'avoir envie, et puis après on trouve des solutions. Ok.
Maintenant, pour terminer, si tu as un message à adresser à une maman qui traverse actuellement la maladie de son enfant, ce serait lequel ? J'aimerais lui dire qu'en fait, elle n'est pas seule, qu'il y a plein de gens qui sont là, qui peuvent la soutenir. Il faut juste oser demander, parce qu'on vit dans une société où on n'ose pas demander. Il faut accepter aussi quand on nous offre. Par exemple, les petits paniers cachés derrière la porte, avec des cartes non signées pour ne pas savoir d'où ça vient, et qui font extrêmement de bien au moral aussi. Et voilà, prendre chaque chose l'une après l'autre, accepter le fait que ça soit pas OK, accepter qu'on est juste des humains, et puis qu'il y a des jours où on craque. Essayer de voir, de trouver de la beauté dans le quotidien, et puis d'essayer d'arriver à transformer tout cet amour en quelque chose de porteur, en fait. Bah écoute Gaëlle, merci beaucoup pour ton partage. Merci d'être venue présenter l'association Zoé for Life. Merci à toi. Je vous souhaite tout le meilleur à Naya, à vous et à l'association. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À travers cet échange, on comprend à quel point la maladie d'un enfant impacte toute une famille, bien au-delà du cadre médical. Les associations comme Zoé for Life jouent un rôle essentiel en apportant un soutien financier direct, permettant aux familles de traverser cette période avec un peu moins de pression et d'inquiétude. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à aller découvrir Zoé for Life via le lien indiqué pour en savoir plus sur leur action. Et dans l'esprit du podcaston, n'hésitez pas également à découvrir les autres associations mises en avant dans ce cadre solidaire. Parce que soutenir ces initiatives, c'est aussi soutenir les familles là où elles en ont concrètement besoin. À très vite pour un nouvel épisode de Maman et moi.